Yves Birman, samedi à 22 h sur Public Sénat. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et l'actualité cet après-midi, c'est ce séminaire parlementaire au Sénat sur la peine de mort dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, à la veille de la journée mondiale contre la peine de mort, célébrée chaque année le 10 octobre. Ce rassemblement abolitionniste est initié par l'association française Ensemble contre la peine de mort, avec le partenariat du ministère des Affaires étrangères, le Sénat et l'Assemblée nationale. Je vous propose tout de suite d'écouter Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, pour qui l'abolition de la peine capitale reste un enjeu d'actualité. Le sujet dont il est question est un sujet essentiel, il touche à tout ce que nous avons de plus profond dans nos convictions, dans nos parcours. Le combat pour l'abolition de la peine de mort, bien sûr, a été illustré par de grandes figures. Plus lointain, Victor Hugo, bien sûr, qui fut sénateur, et bien sûr celui qui incarne ce combat, Robert Badinter. Je crois que c'est important parce que c'est à la fois un sujet qui touche à notre vie à tous, je le disais, à nos convictions. En même temps, c'est un sujet universel qui nous ouvre vers le monde entier. Et dans ce monde, on l'a vu au travers d'ailleurs d'un vote qui a eu lieu aux Nations Unies au mois de décembre. Et l'invité exceptionnel de 24 heures Sénat ce soir à 19 h sera l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter, à qui l'on doit l'abolition de la peine de mort en France en 1981. La Commission des affaires sociales a poursuivi ses auditions préparatoires à l'examen du projet de réforme des retraites. Ce matin, les représentants des syndicats ont été entendus par les sénateurs. Je vous rappelle que ce texte sera examiné en séance publique au Sénat à partir du 28 octobre. La Commission des finances du Sénat prépare quant à elle l'examen du budget pour 2014. Elle auditionne en ce moment même Didier Migaud en tant que président du Haut Conseil des finances publiques sur l'avis rendu sur le projet de loi de finances. On l'écoute sur les prévisions de croissance du gouvernement. Le Haut Conseil considère que les prévisions de croissance sont plausibles. Pour 2014, la prévision de croissance se situe dans le consensus des économistes dont la moyenne s'établit à 0,8%. Compte tenu du faible niveau de productivité consécutif à la crise majeure que nous venons de connaître, la reprise de la croissance pourrait se traduire dans l'immédiat davantage par un rattrapage de productivité que par une augmentation des embauches. Et cette audition sera diffusée demain, jeudi, sur notre antenne à partir de 18 h. Et l'autre actualité de la Commission des finances du Sénat, c'était ce matin avec une audition sur la rémunération des militaires. Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors cette audition s'inscrit dans un contexte particulier puisque ça fait près de 2 ans que l'armée est victime de défaillance d'un logiciel de paiement. Effectivement, solde à zéro d'un côté, trop perçu gigantesque de l'autre. Louvois, c'est le nom de ce logiciel. Eh bien, c'est le grand raté de la réforme de la défense qui a été lancée en 2008. Depuis plusieurs mois, de nombreux militaires et notamment leurs femmes témoignent, ils s'expriment, ils expliquent ces payes qui n'arrivent pas, les crédits qui s'entassent ou au contraire un salaire faramineux qui arrive de nulle part et qui fait craindre qu'on paye des impôts beaucoup plus importants que ce qu'on avait prévu. Alors un rapport parlementaire a été remis mi-septembre sur le sujet et il pointe du doigt des manques, je cite, des manques inadmissibles à la direction de la ressource humaine du ministère de la Défense et il termine en retenant 2 hypothèses pour la sortie de crise, continuer avec Louvois en mettant tout en œuvre pour pouvoir résoudre ces bugs ou faire appel à un nouveau logiciel, mais ça prendrait au minimum 3 ans. Eh bien, merci Tam pour vos explications. Alors tout de suite, cette audition qui s'est déroulée ce matin au Sénat. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, nous allons essayer de vous résumer en quelques minutes ce rapport que vous avez donc depuis quelques jours. Je m'appuierai sur quelques transparents, sachant que, comme vous le savez, notre règle, c'est que les transparents ne sont qu'une illustration de nos travaux et que seul le rapport lui-même fait foi. Alors, les dépenses de rémunération des militaires, des 3 armées, des différents services et de la DGA hors gendarmerie représentent 7,7 milliards hors dépenses afférentes aux retraites et 20% des crédits de la mission défense. Alors pour essayer de résumer le travail effectué par la Cour des comptes, je souhaiterais aborder très rapidement, et je vous prie d'excuser le caractère pas vraiment Sciences Po de ce plan, 7 points.
D'abord, la structure des rémunérations des militaires, puis la comparaison de ces rémunérations avec d'autres groupes, celles d'autres groupes. Troisième point, la revalorisation intervenue depuis 2008. Quatrièmement, bien sûr, les difficultés du système louvois, dont nous parlions à l'instant avec le major général. Cinquièmement, les insuffisances de financement du titre 2. Sixièmement, l'insuffisante maîtrise du glissement vieillesse-technicité. Et enfin, la question du retour catégoriel incomplet en dépit des réductions d'effectifs effectives. Alors, structure des rémunérations des militaires tout d'abord. Donc, cette structure est un peu spécifique. Les rémunérations sont bien sûr composées d'une solde, fonction du grade et de l'échelon, et de primes. Mais ces primes sont dans une proportion supérieure à celle que l'on trouve dans l'ensemble de la fonction publique, notamment pour les grades les moins élevés. Ce phénomène est accentué par les primes versées à l'occasion des opérations extérieures. Le système indemnitaire, quand on le regarde, est par ailleurs complexe. Il comprend 174 primes de montants et de nature très hétérogène. 4 catégories de primes principales. Si on regarde, il y a des primes qui sont communes avec celles de la fonction publique. Il y en a qui sont spécifiques à l'état de militaire. Des primes liées à la mobilité, des primes compensant les carrières courtes, l'ICM, etc. Des primes de qualification qui sont perçues par les détenteurs de certains brevets ou diplômes militaires. Et puis des primes opérationnelles qui vont avec les opérations, des primes OPEX, des primes de milieu, notamment aéronautique. Donc on a un système qui est complexe avec une caractéristique, c'est que contrairement à ce que l'on trouve dans le reste de la fonction publique, même si ça n'est pas juste à 100%, une part de ces primes sont intermittentes, c'est-à-dire sont liées à des moments ponctuels et qui ne sont pas automatiquement répétitifs de la carrière militaire. Opération extérieure, par exemple. Alors, sur ces primes, ce qui frappe quand même, d'abord, c'est que le pilotage est relativement insuffisant. 3 points. Le premier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suivi de chacune des primes depuis 2009. Il est difficile de dire, pour toutes les primes, combien elles ont coûté au total. Pour la plupart, oui, mais pour certaines, on ne sait pas faire l'addition. Le deuxième point, c'est que les critères d'attribution ne sont pas toujours les mêmes selon l'autorité qui les distribue. Puis le troisième point qui est frappant, c'est qu'il reste encore, là je dirais c'est un peu folklorique, des primes obsolètes à toiletter, des indemnités de service dans les régions sahariennes, des primes pour expatriation à Berlin, des officiers de tir de missiles stratégiques du plateau d'Albion qui est fermé, des primes de dragage, il n'y a plus de dragueurs, enfin, etc. Je dirais ce n'est pas fondamental. Donc, en tout état de cause, l'idée forte là-dessus, c'est la complexité d'une part, et une certaine insuffisance du pilotage. Deuxième point, comment se comparent les rémunérations des militaires français? Disons qu'on peut prendre 3 critères de comparaison. Le premier, c'est celui des fonctionnaires civils français. Le second, c'est la comparaison avec les militaires britanniques et allemands, qui sont probablement ceux qui appartiennent aux armées qui ressemblent le plus à la nôtre. Puis la troisième, c'est la question de l'attractivité sur le marché du travail. La question que se pose tout DRH, est-ce que, oui ou non, j'arrive à attirer ceux que je souhaite faire venir chez moi? Alors, si on regarde d'abord la comparaison avec les militaires français, avec les fonctionnaires civils français, je crois que ce que l'on peut dire globalement, c'est que les rémunérations versées aux militaires sont du même ordre de grandeur, au total, que celles versées aux autres catégories de la fonction publique. L'exonération d'impôts de certaines indemnités améliore le revenu disponible. On a un ordre de grandeur de, après calcul sophistiqué, 4,8% en plus pour les militaires que pour les civils. Je serais tenté de dire que c'est le même ordre de grandeur dans la mesure où il est toujours difficile de comparer grade à grade en fonction des postes. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, cela dit, en 2009, une étude qui avait été réalisée par le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire
étude qui mériterait d'être actualisée, faisait apparaître que le revenu global des ménages dont l'un des membres était militaire était un peu inférieur à celui d'un ménage de fonctionnaires civils, sans doute du fait des contraintes de mobilité qui, même si elles pèsent moins sur les petits grades que sur les grades élevés, ne facilitent sans doute pas les doubles carrières. Deuxième comparaison possible, c'est avec les rémunérations des militaires britanniques et allemands. Alors d'abord, un commentaire de méthode, je dirais, je m'en excuse tellement il est automatique, c'est qu'il faut être très prudent dans ces comparaisons, dans la mesure où on a des contextes qui sont différents, des coûts de la vie différents, des rythmes de mutation qui ne sont pas toujours les mêmes, des coûts d'école qui ne sont pas les mêmes, des contributions aux pensions différentes, etc. Les études elles-mêmes qui ont été réalisées ne sont pas récentes. Alors, ceci posé, quand on regarde les chiffres, on constate que la rémunération d'activité du militaire français est sensiblement inférieure à celle du militaire britannique ou allemand, de l'ordre de 20% par rapport à son homologue allemand et de l'ordre de 30% par rapport à son homologue britannique. L'écart s'accentuant pour les grades les plus élevés. Alors, il faut nuancer ce point par le fait que le mode de calcul des pensions est différent et un peu plus avantageux dans le cas des Français. Alors, si on peut ajouter cela, à cela un point, c'est que le système de rémunération anglais est sensiblement différent. Il est beaucoup plus lisible. Les primes sont moins nombreuses, leur montant est plus faible, et elles ne varient pas fondamentalement quand les militaires partent en opération. Ils sont payés pour être en activité, que ce soit en Grande-Bretagne ou en opération, de la même façon. Bon, différence importante, on peut discuter des avantages et des inconvénients des deux formules. Alors, troisième comparaison, c'est le marché du travail. Autrement dit, quelle est l'attractivité du métier? Alors, ce qui frappe, c'est que la situation est différente selon les grades. Pour les officiers, la sélectivité paraît comparable à celle observée dans les grandes écoles de la fonction publique. Environ 13 candidats pour un poste. Je dirais que ça peut varier selon les écoles, mais c'est l'ordre de grandeur, donc on ne manque pas de candidats. L'attractivité pour les militaires du rang paraît beaucoup plus faible. On compte entre 1,2 et 2 candidats pour un poste entre 2000 et 2010. Alors ces chiffres ne sont pas, je dirais, totalement mathématiques. Il y a des candidats qui sont écartés parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Inversement, on en prend peut-être certains qu'on aurait aimé ne pas prendre si on avait eu mieux. Mais en tout cas, ce qui frappe, c'est que le nombre de candidats par poste, il est clairement supérieur à 1, mais il n'est pas très supérieur à 1. La situation est intermédiaire pour les sous-officiers, avec toutefois moins de candidats par poste que pour les officiers. On est à un peu moins de 4 candidats par poste en 2010 pour les sous-officiers, un peu moins de 2 pour l'armée de terre en 2011. Donc une situation intermédiaire pour les sous-officiers, moins favorable que pour celle des officiers, plus favorable que pour la situation le taux d'attractivité des militaires du rang. Donc voilà pour caler la comparaison. Troisième point alors, la revalorisation qui est intervenue depuis 2008. Alors depuis 2008, notamment à la suite des travaux du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, qui avait constaté une évolution défavorable de la rémunération des militaires par rapport à celle des fonctionnaires civils, une revalorisation très significative a été mise en œuvre dans le cadre du plan d'amélioration de la condition militaire prévu par la loi de programmation militaire, couplé aux mesures dites défense associées au plan d'adaptation des grades aux responsabilités exercées, la transposition dans toutes les armées des mesures destinées à assurer une meilleure corrélation entre grades et fonctions initiées dans la gendarmerie. Alors, la réforme a consisté en quoi? Bon, elle a consisté à la fois à améliorer les indices de chaque grade, à accélérer les promotions entre grades et entre échelons de chaque grade, et à créer des échelons sommitaux pour ceux qui ne pouvaient être promus au grade supérieur. Donc, elle a débuté avant la revue générale des politiques publiques et la loi de programmation militaire. Elle comprend les mesures catégorielles qui devaient être mises en œuvre en restituant aux fonctionnaires, civils ou militaires, la moitié
des économies engendrées par la réduction d'effectifs. Alors, je ne vais pas vous commenter en détail ces graphiques qui montrent pour les militaires du rang, pour les sous-officiers, pour les officiers, l'évolution des courbes de rémunération. Simplement, ce qui est caractéristique, c'est que la courbe se déplace vers la gauche, c'est-à-dire que les avancements sont plus rapides, et vers le haut, c'est-à-dire que les rémunérations sont plus élevées pour les trois catégories de personnel militaire. Donc au total, une appréciation réelle des rémunérations au cours des dernières années qui est détaillée dans le rapport ci-joint. Alors quatrième point dont il est difficile de ne pas parler, c'est Louvois, les difficultés rencontrées par le système Louvois. Alors 3 points, le constat des dysfonctionnements, les causes et les pistes possibles d'amélioration d'un sujet qui est un véritable casse-tête. Alors, les dysfonctionnements, vous les connaissez. Des erreurs dans les rémunérations telles qu'un certain nombre de militaires n'ont pas perçu leur solde, que d'autres ont eu des trop versés, évalués à un peu plus de 1% de la masse salariale du ministère, 130 millions d'euros au 31 décembre 2012. Donc on a eu à la fois des situations individuelles difficiles, de ménages qui n'étaient pas payés du tout, avec tout ce que cela a de dramatique, notamment pour les petites rémunérations, encore pire dans certains cas pour des familles dont le chef de famille était en opération extérieure, et des situations de trop perçus, avec toutes les difficultés que cela comporte d'aller récupérer ces trop perçus, notamment là aussi auprès de militaires les moins gradés, avec petite rémunération. Et puis il a fallu du coup mettre en place des mesures palliatives qui étaient inévitables, mais dont la conséquence est qu'elles ont accru le risque de double paiement, dans la mesure où il a fallu prendre des mesures d'urgence, dérogatoires, qui étaient humainement difficilement évitables, mais dans lesquelles la traçabilité était très faible, donc le risque de double paiement, voire le risque de fraude. Alors les causes. Les causes de ces dysfonctionnements, elles sont multiples. Pour en citer quelques-unes, bon, d'abord c'est une réforme qui intervient en pleine réorganisation des armées, avec notamment la création des bases de défense. C'est une réforme qui intervient avec une pression particulière sur les indirects, dont on essaie de réduire les effectifs pour ne pas trop réduire les directs, et notamment sur les services chargés du calcul de la solde. C'est une réforme qui s'applique à une organisation qui, comme je le disais, a des rémunérations qui varient d'un mois sur l'autre, en fonction des opérations, en fonction des circonstances, des manœuvres. Autrement dit, un système qui est plus complexe que ce que l'on peut trouver dans d'autres grandes organisations. Puisqu'une remarque qui est faite souvent, et qui n'excuse d'ailleurs pas les erreurs du système Louvois, est qu'il existe d'autres organisations aussi nombreuses que l'armée qui arrivent à gérer des systèmes de paye sans les difficultés équivalentes. On a par ailleurs, dans les causes, une organisation qui est morcelée, sans réelle gouvernance. Pendant des années, il n'y a pas eu de vrai patron du système de solde. Il y a différents acteurs, et notamment ceux qui implémentent les décisions de ressources humaines qui vont avoir des conséquences en matière de paye ne sont pas les mêmes que ceux qui gèrent la paye pendant longtemps. Alors, on a eu des difficultés techniques liées au lien entre les systèmes d'information RH et le système Louvois et les multiples systèmes d'information. La suppression sans doute trop rapide, que j'évoquais tout à l'heure, dans le cadre des économies de personnel, des centres techniques de ressources humaines, avant la stabilisation du système, le fait qu'il aurait peut-être fallu calculer les soldes en double jusqu'à ce que l'on soit sûr que le système soit stabilisé plus longtemps. Alors je ne sais pas si on y serait arrivé, puisque aujourd'hui encore il n'est pas stabilisé. Et puis enfin, ce que l'on voit apparaître, ce sont des doutes sur le logiciel lui-même, le contenu même du calculateur. On relève depuis quelques mois que certaines payes qui avaient été faites correctement un mois donné ne sont plus correctes le mois suivant. Donc on a un système qui multiplie les difficultés. Alors, quelle piste d'amélioration ?
Je dirais qu'il est facile de dire que d'indiquer une piste d'amélioration, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Plusieurs sont évoquées. La première question qui paraît claire, c'est qu'il y a un problème de gouvernance. Il est important que sur un projet aussi complexe, il y ait un chef de projet de haut niveau ayant autorité sur l'ensemble des acteurs de la chaîne de solde, à l'instar, je dirais, de la conduite d'un programme d'armement. On est sur une opération qui est aussi complexe qu'un grand programme d'armement. Il y a sans doute à travailler pour améliorer la formation des acteurs, sans doute à travailler pour davantage mutualiser les compétences ressources humaines et soldes, faire en sorte qu'il n'y ait pas de déconnexion aussi marquée entre ceux qui prennent les décisions de ressources humaines et ceux qui payent. Il y a sans doute à effectuer un renforcement du contrôle interne, en le bâtissant à partir d'une analyse des risques. Tout ceci étant dit, la question est encore ouverte de savoir jusqu'où ce système est sauvable et quel est le choix. Je ne suis pas sûr que les choses puissent être dites clairement aujourd'hui, entre la solution qui consiste à dire dans l'immédiat, il faut vivre avec Louvois parce qu'il n'y a pas d'autre solution, les centres de traitement de la solde ont été démantelés, donc on ne les remplace pas du jour au lendemain, et ceux qui pensent qu'il faudra remplacer Louvois tel qu'il existe actuellement quand un nouveau système aura été mis en place, c'est-à-dire lancer tout de suite la mise en place, la conception d'un nouveau système, ce qui coûte très cher, ou ceux qui pensent que, à force d'ajustement, on devrait arriver en quelques années à fiabiliser le système Louvois dans son ensemble. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Cinquième point qui a retenu tout particulièrement l'attention du Parlement, ça a été les insuffisances de financement du titre 2. Les mesures de valorisation des carrières, couplées sans doute à une surestimation des économies consécutives aux réductions d'effectifs, ont conduit, au cours des dernières années, à plusieurs reprises, les dépenses de rémunération à dépasser significativement les prévisions des lois de finances initiales. L'absence de maîtrise du titre 2 a même conduit le contrôleur budgétaire et comptable ministériel à poser un visa négatif aux documents prévisionnels de gestion du titre 2 en 2011 et 2012. Comme l'indique le tableau qui est à l'écran, il a fallu abonder le titre 2 du budget du ministère de la Défense par loi de finances rectificative, vous le savez mieux que moi, de 213 millions d'euros en 2010, de 158 millions d'euros en 2011 et de 474 millions d'euros en 2012. Et cela s'est fait notamment par redéploiement, contrairement non pas avec la forme, mais avec l'esprit de la LOLF, de crédit d'équipement en 2012. Donc, on constate qu'en dépit de la baisse des effectifs, les dépenses de rémunération des personnels civils et militaires ont été à peine stabilisées, avec une hausse de 0,2% entre 2009 et 2012. Alors pourquoi ? C'est la question que, naturellement, on se pose. Pourquoi ces erreurs de prévision ? Alors bon, bien sûr, un point important, le titre 2 ne couvre pas que les dépenses de rémunération des militaires, qui en représentent 38%. Ce qui frappe, deuxièmement, c'est que les dépenses de rémunération des militaires ont progressé de 5,5% entre 2009 et 2012, en dépit d'une baisse des effectifs de 8,6%. Les chiffres étant toujours à prendre avec une petite précaution à cause des difficultés du système Louvois, mais globalement, le message est clair. Alors, quelles sont les causes ? Plusieurs causes. Un chiffrage sans doute peu rigoureux ou insuffisamment rigoureux des économies, sur les périmètres et les méthodes de valorisation des économies. Des réductions d'effectifs qui ont affecté davantage les premiers grades, les moins payés, que les plus hauts grades, ce qui s'est traduit par un repyramidage au profit des grades les plus élevés. Le report de l'âge de départ, ce qui fait que les militaires les mieux payés sont restés plus longtemps. Une moindre sélectivité de certains avancements, contrairement d'ailleurs à ce qui était prévu dans certains cas, voire une insuffisante maîtrise des promotions. Il y avait des postes libres, on faisait avancer, sans se poser la question autant qu'on aurait peut-être dû le faire, de savoir si les crédits étaient disponibles.
Autrement dit, on s'est trouvé avec un GVT des militaires qui a progressé fortement. Nous avons eu des discussions dans la préparation de ce travail avec les services compétents du ministère pour savoir quel était le GVT exact. C'est un calcul qui n'est pas facile, qui n'est pas totalement maîtrisé. En tout état de cause, il est clair que le GVT s'est accru sensiblement, passant de 2,2% à environ 3,4% entre 2009 et 2011, contre 2% pour la fonction publique de l'État. Donc, fondamentalement, ce qui s'est produit, ça a été une accélération du GVT mal contrôlé, qui se traduit par le dérapage du titre 2. Alors, la question qui était posée derrière, et qui était notamment posée par les rapporteurs spéciaux, c'était est-ce que le retour catégoriel qui était annoncé en contrepartie des réductions d'effectifs a bien été effectué? Alors, si on regarde les chiffres, je dirais qu'on est dans une situation un peu paradoxale. Globalement, les réductions d'effectifs ont eu lieu. Deuxièmement, le taux les dépenses ont dépassé les prévisions. Et troisièmement, le retour catégoriel qui a été aux alentours de 50% en 2009 et 2010 a décru en 2011 et 2012, ceci étant corrélé aux insuffisances de financement. Et on arrive à un taux de retour catégoriel moyen sur la période 2009-2012 de 38%, donc au lieu de 50%, avec une dégradation sur la fin de la période liée au fait que les dépenses totales se révèlent plus élevées que ce qui était anticipé. Donc voilà, je pense, la réponse. On est dans une situation paradoxale, des économies de personnel réalisées, des dépenses de personnel qui dépassent les prévisions et un taux de retour catégoriel réel, mais pas total. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, sur cette base, la Cour a fait un certain nombre de recommandations qui sont jointes au rapport. Je ne vais peut-être pas vous les détailler toutes. Si je peux simplement citer une demi-douzaine des principales, la Cour recommande d'abord de revoir la gouvernance et le pilotage de la masse salariale, en réduisant le nombre de centres de décision avec la mise en place d'une autorité fonctionnelle unique. Deuxièmement, de mettre en place un dispositif de contrôle interne global de la chaîne, permettant notamment de connaître le montant total de chaque prime. Il est important que l'on sache exactement de quoi l'on parle. Troisièmement, de fiabiliser les méthodes de calcul du GVT et de valorisation des économies liées à la déflation des effectifs. Quatrièmement, d'encadrer les décisions de gestion de ressources humaines en s'assurant a priori de leur cohérence avec les objectifs de dépenses. Cinquièmement, de prévoir une déclinaison de l'évolution des effectifs par grade pour mieux maîtriser le GVT. Enfin, si la Cour peut se permettre de faire une suggestion au Parlement, sachant que nous ne sommes pas dans un gouvernement des juges et que c'est au Parlement à décider, il serait sans doute bon que la loi de programmation militaire prévoit un agrégat relatif à la masse salariale elle-même. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour essayer de résumer le contenu de ces rapports. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, je vous remercie infiniment. Merci, Monsieur le Président, pour votre présentation extrêmement claire et pour vos recommandations. Alors, je vais donner la parole aux rapporteurs spéciaux, Monsieur Yves Crattinger d'abord et ensuite Monsieur Dominique Delège. Monsieur Crattinger, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette présentation, Monsieur Lévy. J'en avais déjà bénéficié partiellement une première fois et complètement une deuxième fois, donc ça commence à entrer dans nos réflexions. Mesdames, Messieurs, chers collègues, l'enquête de la Cour, je vais dire, qui a été remarquablement réalisée, dans un temps d'ailleurs très court, pose de nombreuses questions et j'aurai l'occasion d'en traiter quelques-unes dans mon rapport pour avis sur la loi de programmation militaire que je présenterai à la Commission au terme de cette audition. À ce stade, mes principales interrogations concernent tout d'abord l'avenir.
puisqu'on ne va pas revenir en arrière sur ce qui a été fait. Le diagnostic de la Cour est clair. On a pris en 2008 des mesures de revalorisation de la condition militaire, dont le coût n'a été ni évalué ni maîtrisé. Une gestion déficiente des facteurs d'accélération du GVT, notamment la politique d'avancement, a accru la dérive. Tout ceci est-il réversible? Et peut-on revenir dès l'année prochaine à une trajectoire plus soutenable? Sur ce point, je dirais, compte tenu de la contrainte budgétaire, que le ministère est condamné à réussir sa manœuvre ressources humaines. Sinon, c'est l'équilibre même de la prochaine loi de programmation qui sera remis en cause. À mon sens, une condition essentielle de la réussite de cette manœuvre est la résolution des problèmes de gouvernance de la fonction ressources humaines du ministère. On supposait qu'il y avait des problèmes, compte tenu de la dérive de la masse salariale du ministère, que la Commission des finances relève année après année, mais l'on peut désormais s'appuyer sur le constat très clair de la Cour, dont l'enquête jette une lumière assez crue sur la déstructuration de la chaîne de solde et sur la déconnexion entre responsabilité opérationnelle et responsabilité budgétaire. Des mesures ont d'ores et déjà été prises par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, notamment le renforcement de l'autorité fonctionnelle de la direction des ressources humaines du ministère de la Défense sur les gestionnaires RH de l'armée, des armées. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela va changer concrètement? Ne risque-t-il pas d'y avoir des conflits entre autorités hiérarchiques et autorités fonctionnelles? Pensez-vous qu'il faille aller plus loin en instaurant une véritable autorité hiérarchique de la direction des ressources humaines du ministère de la Défense sur les gestionnaires RH? Est-ce que finalement on ne s'oriente pas vers une gouvernance du type de celle des hôpitaux, avec les gestionnaires civils d'un côté et des militaires seulement chargés de l'opérationnel de l'autre? Ceci étant dit, compte tenu de la répétition des dépassements de dépenses du titre 2 durant la précédente période de programmation, il est peut-être un peu simple de penser que le ministère de la Défense est seul responsable. Quelle a été et quelle sera désormais l'action de la direction du budget à cet égard? Par ailleurs, le ministère de la Défense est soumis à des décisions qui lui échappent. Que se passera-t-il si d'ici la fin de la prochaine programmation, c'est-à-dire 2019, une mesure générale est prise, telle que le relèvement de la valeur du point de la fonction publique? Affectera-t-elle automatiquement les militaires? Comment l'impact sera-t-il absorbé par le budget de la Défense qui est déjà très contraint? Le projet de loi de programmation militaire prévoit une forme de clause de sauvegarde dans ce type d'hypothèse. Comment sera-t-elle mise en œuvre? Quel sera le financement? Mes dernières interrogations concernent Louvois. Ce n'est pas l'essentiel dans l'enquête de la Cour des comptes, mais la question reste importante. J'ai apprécié la réaction initiale du ministre de la Défense qui, en découvrant l'ampleur des dysfonctionnements peu après sa prise de fonction, a préféré chercher des solutions d'urgence pour les militaires plutôt que de chercher immédiatement des coupables. Cependant, face au fiasco que représente le déploiement de Louvois, les responsabilités des uns et des autres ont-elles été établies et des sanctions ont-elles été prises? Pour conclure, parce que je veux être rapide, il y aurait bien sûr plus à dire, je tiens à saluer l'excellent travail des magistrats de la Cour des comptes, je les remercie, ainsi que nos autres intervenants d'avoir bien voulu venir éclairer la représentation nationale sur ce sujet relativement délicat. Merci, chers collègues. Monsieur Dominique Delège, voulez-vous faire part de vos observations? Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais féliciter et remercier la Cour pour cet excellent travail et saluer, s'il le veut bien, François Trucy qui me précédait à ce poste. Moi, je voudrais peut-être faire 4 observations très rapides en disant d'ores et déjà que je m'associe bien sûr aux réflexions d'Yves Cratinger. Première observation, moi j'étais très frappé par le caractère systématique des dépassements enregistrés sur les dépenses de personnel. Il a fallu abonder le titre 2
de 213 millions en 2010, 158 en 2011, 474 en 2012. J'ai envie de poser la question, doit-on considérer que le budget de la défense est structurellement insincère? Ces dépassements ont été financés par redéploiement de crédits d'équipement en contradiction avec les principes de la LOLF, comme ça a été rappelé tout à l'heure par la Cour, et j'aurais aimé savoir quelles sont les conséquences de ce refinancement ou de ce redéploiement par rapport au programme d'équipement. Deuxième observation, la Cour explique que la déflation des effectifs n'a pas suffi à financer les mesures d'amélioration de la condition militaire prises en 2008. Bon, il semble qu'une des causes principales, c'est que la déflation ait surtout touché les échelons les plus modestes. J'aurais aimé qu'on puisse apprécier les conséquences de cette dérive par rapport aux CAS pensions. Et toujours sur la question de la masse salariale, la Cour signale que les dernières mesures catégorielles et donc le retour qui devait revenir aux militaires lié à cette déflation a du mal à être financé. Donc quelle perspective pour les années à venir, c'est-à-dire que l'on renonce aux mesures qui avaient été prises et si on ne renonce pas, comment fait-on pour les financer? Et comme vient de l'évoquer d'ailleurs Yves Cratinger. Troisième observation, le transfert d'un certain nombre de fonctions support de personnel militaire vers des personnels civils. Mais demain, n'y a-t-il pas un risque de voir externaliser un certain nombre de fonctions et sur le plan opérationnel, quelles pourraient en être les conséquences? Parce que autant on peut concevoir qu'un certain nombre de fonctions support puissent être externalisées par temps de paix, mais lorsqu'on est sur le théâtre des opérations, je ne suis pas certain que les personnels civils puissent automatiquement suivre. Enfin, dernier point qui a trait à Louvois, la Cour, à un moment donné, s'interroge sur le point de savoir si le malade peut être guéri ou s'il faut le condamner. J'aurais aimé savoir quelle est l'appréciation de ceux qui sont confrontés quotidiennement à la gestion de Louvois. Merci. Bien, maintenant, monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots. Je voulais simplement remercier le Président Lévy de la qualité pédagogique de sa présentation et je souhaite que les différentes équipes de la Cour des comptes qui viennent devant nous adoptent une méthode proche de la vôtre, puisque nous avons tous bien suivi, bien compris les enjeux et les questionnements qu'il convient d'avoir à l'esprit au-delà du rapport lui-même. Et je pense que votre présentation était tout à fait remarquable de ce point de vue. Je voulais m'associer aux propos des deux rapporteurs spéciaux et me contenter de poser trois petites questions en complément de ce qu'ils ont pu dire. La première question portera sur la structure d'âge des effectifs d'officiers. Parce que pour réduire le taux d'encadrement qui a augmenté dans la période récente, il faudra sans doute restreindre les recrutements et les avancements. J'imagine qu'il faut de jeunes officiers pour certaines missions. Or, comment faire face à ces besoins sans créer un futur embouteillage alors que l'accès au grade supérieur va être durablement bouché, ne serait-ce que parce que les effectifs de certains d'entre eux sont déjà pléthoriques et qu'il faudra du temps pour les résorber. Donc ma question est simple sur ce point, quelle perspective l'armée peut-elle offrir aux jeunes gens qui décident de la rejoindre comme officier? Je pense que c'est une clarification indispensable aujourd'hui à l'intention de tous nos jeunes qui aspirent à cette carrière. Deuxième question, je ne vais pas m'étendre sur le système Louvois. L'essentiel a été dit, les questions sont posées. Moi, ma question est simplement de savoir sur ce point si un travail d'évaluation a été fait en ce qui concerne la substitution possible d'un nouveau dispositif à ce système Louvois qui se révèle durablement défaillant.
ce qui peut manquer d'inquiéter, en particulier les militaires eux-mêmes. Et quel serait le coût éventuel de cette substitution par quelque chose d'un peu performant? Est-ce que c'est un point sur lequel on a des éclairages ou est-ce que pour l'instant on n'a pas été plus loin, sauf à constater tout ce qui ne marche pas? Et enfin, dernière question, c'est sur les primes. Parce que le président Lévy nous a tout à l'heure parlé des comparaisons avec la Grande-Bretagne, avec le Royaume-Uni, pardon. Les comparaisons menées sont assez frappantes, puisque dans le cadre du Royaume-Uni, il y a seulement 19 primes, alors qu'en France, nous avons 174 primes pour la rémunération des militaires. Donc moi je m'interroge, qu'est-ce qui justifie une telle complexité chez nous? Est-ce qu'on en tire un quelconque avantage en termes d'organisation, de motivation, de fonctionnement? Et est-il prévu un toilettage de ce système de primes ou une réforme plus large qui permettrait sans doute d'avoir une clarification en la matière? Voilà la troisième question, Monsieur le Président, que je voulais poser. Merci, Monsieur le rapporteur général. Mes chers collègues, j'ai l'inscription de Monsieur Germain. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent s'inscrire pour savoir si on fait parler tout le monde maintenant? Oui. Monsieur Germain Delahaye. Monsieur Delahaye, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, si vous le permettez, je vais peut-être donner la parole à Monsieur Germain pour qu'il puisse poser sa question, et ensuite à Monsieur Delahaye. Monsieur Germain. Oui, merci Monsieur le Président. C'est une question presque sous forme de remarque. D'abord, je joins mes compliments à ceux de François Marc vis-à-vis de Monsieur Lévy, parce que est-ce que c'est la sortie finalement du traditionnel plan de Sciences Po qui fait que nous avons trouvé tout ça simple, compréhensible et rapide, qui évidemment est un avantage. Voilà. Non, ma question est un peu incidente, mais vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, tout à l'heure, c'est plus lié à la DRH qu'à la suite, et mon collègue Cratinger l'a évoqué aussi. Donc là, on parle évidemment des aspects purement budgétaires. Mais à l'occasion de ça, vous avez rappelé finalement la structure de recrutement, les difficultés de recrutement dans l'armée. Et moi, ce que je souhaitais dire, c'est que je fais partie de ceux qui souhaitent qu'il y ait un lien toujours puissant entre l'armée et la nation, que nous avons supprimé la conscription, qu'elle reste dans un certain nombre de pays, en Norvège, en Finlande, en Autriche, en Suisse, et que partout les populations ont été consultées par référendum. Le résultat a été que les populations souhaitaient une certaine conscription, y compris étendue aux femmes, en temps de paix. En temps de paix. Donc nous sommes passés à une armée de métier, et ce que je souhaite dire, c'est que mon collègue Cratinger l'a évoqué, il ne faudrait pas que ça devienne non plus comme la gestion des hôpitaux. Je m'explique, c'est d'un côté, on l'a vu dernièrement avec le président de la 6e chambre, vous avez l'administration des hôpitaux, et de l'autre côté, vous avez ceux qui reçoivent les malades et qui font les opérations. C'est tout ce que je voulais dire, et je pense que, en ce qui concerne l'armée, par rapport à votre rapport, c'est un sujet important. C'est quand même un des seuls endroits, l'armée, me semble-t-il, vous l'avez évoqué, où quelqu'un qui finalement vient de rien peut finir officier supérieur. Et donc, dans notre pays, il n'y a pas tellement d'endroits comme ça, et je fais partie de ceux qui souhaitent que ça dure. Oui, Monsieur le Président, juste deux questions. Alors, la première, c'est sur les ouvertures de crédit nécessaires. On a vu qu'elles étaient importantes ces dernières années. Est-ce que pour 2013, vous entrevoyez quelque chose d'aussi important qu'en 2012 ? Où en êtes-vous dans les estimations? J'ai rien vu là-dessus. J'aurais bien aimé savoir si on pouvait s'attendre à ce genre de mauvaise surprise pour 2013. Et puis, moi, j'avais toujours eu l'image de l'armée très bien organisée. Là, on a l'impression d'un grand bazar. C'est quand même assez surprenant. Et j'ai l'impression que le système Louvois est loin d'être performant et loin d'être à la hauteur de la tâche. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de sous-traiter voilà, la rémunération des militaires? Peut-être que ça coûterait finalement moins cher et que ça serait sans doute plus performant. Je vous remercie. Pas d'autres questions pour le moment, donc je vais donner la parole au général Pierre de Villiers, major général des armées, qui est à la tête de l'état-major des armées jusqu'à
il y a peu, il exerçait des responsabilités éminentes en matière de ressources humaines. Ces responsabilités ont évolué à la suite de la réforme de la gouvernance du ministère de la Défense, donc son éclairage va nous être très utile sur ce point et pour nous expliquer la manière dont la masse salariale et les ressources humaines ont été gérées ces dernières années. Donc, si cela vous convient, mon général, un exposé d'une dizaine de minutes. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les membres de la Commission des finances du Sénat de me donner l'occasion de m'exprimer en même temps que le secrétaire général pour l'administration et le directeur du budget et de pouvoir ainsi partager avec vous sur un sujet particulièrement sensible. Je vais essayer, au fil de mon propos, de répondre aux différentes questions qui ont été posées. Pardonnez-moi si je ne réponds pas à toutes les questions, sinon je me ferai sanctionner pour être trop long par rapport à 10 minutes. En second lieu, je voudrais souligner la grande qualité de l'enquête de la Cour des comptes, et je suis très sincère, ce n'est pas simplement un effet oral, sur ce sujet de la rémunération des militaires de 2009 à 2012, qui constitue à mes yeux, cette enquête, une remarquable base de travail pour envisager et construire l'avenir. Il repose en effet sur une analyse exhaustive et sincère du système de rémunération des militaires. Il met en exergue les principaux dysfonctionnements ou difficultés liés à ce système et propose des recommandations que j'approuve dans leur grande majorité. Le thème de la rémunération des militaires est un sujet d'une sensibilité extrême, car il touche aux bases mêmes de la condition des femmes et des hommes des armées. Il appelle donc la plus grande prudence, d'autant que le ministère est engagé depuis plusieurs années dans un processus de réforme sans précédent qui sollicite au quotidien l'ensemble du personnel. Mon intervention s'articule autour de deux axes. Je vous ferai part de quelques éléments de contexte, puis de réponse aux constats établis par la Cour des comptes, avant, dans un deuxième temps, de vous indiquer un certain nombre de propositions qui sont en passe d'être mises en œuvre au sein du ministère et qui vont dans le sens des recommandations du rapport, me semble-t-il. Il importe tout d'abord de bien comprendre dans quel contexte nous nous situions entre 2009 et 2012. Trois dominantes très rapides. Des réformes, des opérations et une évolution des limites d'âge. La période considérée a été caractérisée par une déflation sans précédent de 45 000 hommes. Ces années ont aussi été celles des 40 grands chantiers RGPP qui ont généré des réformes en profondeur au sein du ministère de la Défense avec leur lot de restructuration. À cet égard, je rappellerai que la règle était de respecter la courbe de déflation des effectifs et la mise en œuvre d'une clause de sauvegarde qui permettait de ne pas compenser la hausse de la masse salariale par des déflations supplémentaires. Dans le même temps, les armées ont conduit, avec le succès et les sacrifices que l'on connaît, des opérations extérieures majeures, que ce soit en Afghanistan, jusqu'à la manœuvre complexe du désengagement de 2012, ou encore en Côte d'Ivoire, en Libye et plus récemment au Mali. À l'heure où je vous parle, ce sont de l'ordre de 8000 soldats, un peu plus, qui sont engagés sur des théâtres d'opération. Le moins que l'on puisse dire est que la situation a été complexe et bousculée par la multiplicité des missions opérationnelles pendant cette période. De façon concomitante, les limites d'âge ont été allongées, ce qui s'est traduit mécaniquement par un effet de thrombose sur les effectifs. Fort de ces éléments, je prends acte des critiques de la Cour des comptes dans ce rapport et je souhaite simplement que le contexte que je viens d'évoquer soit pris en compte. Afin de mieux objectiver la problématique, nous n'étions pas dans un long fleuve tranquille ces 4 dernières années. S'agissant plus particulièrement de la contradiction relevée par la Cour des comptes entre la diminution des effectifs et la hausse des rémunérations des militaires, je souhaite apporter quelques explications. La politique gouvernementale menée de 2008 à 2012 instaurait, on en a parlé, le principe d'un juste retour de 50% des économies générées par la réforme
au profit de la condition du personnel. Dans la pratique, et vous venez de le voir, ce taux a été légèrement inférieur. Et tout n'est pas terminé. Le montant des dépenses catégorielles s'est élevé à 308,1 millions d'euros. Ce chiffre figure dans le rapport sur la période. Un autre élément d'explication a trait aux vicissitudes liées à ce qu'on appelle l'écosystème louvois. Je ne m'appesantirai pas sur ce sujet car j'attends avec intérêt le rapport complet de la Cour dans quelques jours. Je note toutefois que lorsque l'on retire les surcoûts générés par les désordres de Louvois, tels qu'ils sont estimés à ce stade, la hausse constatée de la masse salariale globale n'a pas été de 5,5%, mais d'un peu plus de 3%. Troisième facteur, un repyramidage généré par une typologie des restructurations, notamment des fermetures de sites qui ont mécaniquement détruit davantage d'emplois du militaire du rang que de postes d'officiers supérieurs. De surcroît, la réduction des flux de recrutement a occasionné un vieillissement moyen de 2 ans de la population, ce qui s'est traduit par un GVT positif. Nous venons d'en parler. J'ajoute que la gestion des pécules d'accès à une deuxième carrière aurait pu être plus optimale pour la catégorie des officiers supérieurs. Nous allons nous employer à corriger ce point, comme je vais vous l'expliquer ci-après. Toutes ces mesures s'inscrivaient dans un contexte très particulier qui a nécessité d'accompagner les profondes réformes de structure par des actions en faveur du personnel, soit sous la forme de revalorisation indiciaire, soit par une dynamique professionnelle plus attractive et volontaire. Aussi, plutôt que de me livrer à un exercice critique, je partage la remarque qui a été faite précédemment, de cette gestion et encourager les divisions entre armées, voire entre ministères, ou encore entre civils et militaires, je voudrais défendre l'intérêt général et éviter toute polémique inutile sur le constat que nous partageons globalement. Le terme qui me vient spontanément à l'esprit est l'union sacrée, chère à Clemenceau, compte tenu de l'ampleur de la difficulté. Dans cette logique de fédération des volontés et en tant que responsable de programme par suppléance, le P178, je privilégie le triptyque un chef, une mission, des moyens, vous ne serez pas surpris pour un militaire, dans le contexte global de modernisation des armées. En matière de gouvernance, il est urgent de faire preuve de volontarisme et je suis favorable à l'abandon d'une logique uniquement comptable des réformes et des restructurations qui a trop longtemps prévalu au sein de la RGPP pour privilégier, au contraire, une approche raisonnée de simplification qui prenne en compte les spécificités de notre modèle d'armée et de ses ressources humaines. Par ailleurs, en termes de rémunération, il me semble pertinent de poursuivre les comparaisons avec les autres corps de la fonction publique d'État, d'une part, et avec les armées étrangères, d'autre part, notamment britanniques et allemandes. En revanche, je voudrais, avec la plus grande clarté, dénoncer l'idée d'une fiscalisation de l'indemnité pour charges militaires, qui serait perçue comme une attaque directe contre la communauté militaire, pour qui cette indemnité est la juste compensation des sujétions du métier des armes. Le contexte actuel me semble par ailleurs totalement inadapté à ce type d'éventualité en raison de ses répercussions inévitables sur le moral du personnel déjà largement sollicité. Si je vous résume ma pensée, passé l'analyse du constat et des éléments de contexte, ce qui est important à mes yeux, c'est bien de se mettre en ordre de marche le plus vite possible pour être au rendez-vous de fin 2015, clause de révision LPM, de fin de LPM 2019 et en fond de tableau de 2025, aboutissement du modèle d'armée. Il s'agit bien de trouver des pistes d'amélioration et de les mettre en œuvre et d'avancer. La première piste est de simplifier la gouvernance. Comme le préconise le rapport, le ministère de la Défense est déjà aligné sur ce fameux principe « un chef, une mission, des moyens » pour simplifier la gouvernance RH. La responsabilité des dépenses de personnel est dorénavant confiée au gestionnaire d'armée sous l'autorité fonctionnelle du DRHMD, qui devient le responsable de la maîtrise des crédits du T2 pour le ministère. Un programme unique T2 sera confié au SGA à partir de 2015. Cette nouvelle gouvernance est particulièrement adaptée au pilotage de la masse salariale, me semble-t-il, et donc des ressources humaines du ministère. En particulier, elle recrée
la corrélation entre la gestion des ressources et des crédits. Elle privilégie sur ce plan la responsabilité des chefs d'état-major d'armée, des directions et des services en charge de leurs BOP respectifs. Le chef d'état-major des armées, en tant qu'employeur et responsable du programme 178, conserve la maîtrise de la modélisation des armées, c'est-à-dire de leur organisation générale. En complément, un certain nombre de dispositifs encadrants ont été élaborés conjointement entre le ministère de la Défense et le ministère des Finances. Il s'agit notamment d'une gestion de la masse salariale fondée sur le principe de l'auto-assurance et de la mise en place d'un contingentement des effectifs militaires par grade, fixé par arrêté interministériel annuel, qui permet de placer sous contrôle le dépyramidage des effectifs et d'éviter toute dérive en la matière. Sur ces bases, il nous appartient d'intégrer ces dispositifs encadrants et de réfléchir à l'optimisation de notre modèle RH, hérité à certains égards encore de l'armée de conscription. Il s'agit de revisiter les grands déterminants de notre politique RH. Recruter, former, soutenir, équiper, promouvoir, reconvertir, afin de conférer au modèle une plasticité compatible avec les besoins RH de demain. Les mots d'ordre sont innovation et détermination, tout en s'appuyant sur 3 prérequis: le respect du statut général des militaires, l'intégration des spécificités inhérentes aux 3 armées et la cohérence par rapport au contrat opérationnel inscrit dans le livre blanc. Ne pas évoluer, c'est la certitude d'avoir à dégrader les 2 leviers habituels de gestion, le recrutement, indispensable pour garantir la jeunesse de nos personnels, l'avancement, créateur de dynamisme professionnel, indispensable à toute organisation. Pour y parvenir, nous avons déjà identifié plusieurs pistes. Les nouvelles déflations de 24 000 postes entre 2014 et 2019 porteront en priorité sur les états-majors et les organismes de soutien plutôt que sur les forces, avec une proportion de 2 tiers, 1 tiers. Cette préservation des forces est une volonté de notre ministre Jean-Yves Le Drian et nous y souscrivons pleinement pour respecter le contrat opérationnel. C'est comme ça qu'a été construite la loi de programmation militaire. La politique de dépyramidage se poursuivra avec comme objectif, au niveau du ministère, un taux de 16% pour les officiers. À cet égard, je note que les armées sont déjà en dessous de ce volume, ce qui limite en faveur d'un partage de l'effort au niveau ministériel, quelle que soit la catégorie de personnel. Un grand plan de la condition du personnel sera lancé conformément aux annonces très récentes du Président de la République et du ministre de la Défense. Il sera axé sur la simplification de l'arsenal des indemnités versées aux militaires, ainsi que sur la notion de responsabilisation et de mérite. Dénommé à partir de maintenant le SDIM, simplification du dispositif indemnitaire des militaires, ce chantier prolonge le projet RSIM porté par les armées depuis près de 3 ans. Par ailleurs, la rénovation de la concertation au sein des armées fera partie des attendus de la 90e session du CSFM prévue fin 2013. Le chantier vient aussi d'être lancé par le chef des armées il y a quelques jours. Parallèlement, plusieurs leviers d'action seront mis en œuvre pour optimiser notre modèle RH. Une adaptation du volume du recrutement, estimé dans le PLF 2014 à 17 000 par an, ainsi que du taux de contractuels, afin de rendre le modèle plus souple. Un meilleur phasage des départs parmi les populations de militaires en fin de contrat de carrière pour les adapter aux conditions économiques. Accroître la plasticité du modèle et maintenir des flux d'avancement attractifs pour les personnels, notamment en haut de la pyramide de chaque catégorie, mesure très importante pour le moral des troupes. Une diminution d'officiers brevetés de l'école de guerre, une meilleure amélioration pour tout le personnel entre les grades détenus et les responsabilités effectivement exercées. Une politique volontariste en matière de haut encadrement militaire, en s'appuyant sur l'identification et le suivi des très hauts et des hauts potentiels. Un renforcement des dispositifs de reconversion pour le personnel militaire et de reclassement dans les fonctions publiques, ainsi que des mesures financières d'incitation au départ. Aujourd'hui, par an, nous disposons dans la LPM de 1 500 militaires pouvant bénéficier de ces aides.
Sur un plan plus général, nous venons d'élaborer un plan stratégique actualisé des armées, associé à une cartographie des risques, qui fixe les grandes orientations pour 2020 afin d'être au rendez-vous du modèle à horizon 2025. Conformément au projet de LPM, un mécanisme de révision est prévu fin 2015. Je conclus, vous l'aurez compris, nous sommes déjà en mouvement. Nous avons lancé 30 chantiers, sous l'impulsion du ministre de la Défense, destinés à identifier les effectifs pour la déflation, qui se situe, vous le savez, à hauteur de près de 34 000 emplois. Ce que je viens de vous décrire au sujet du modèle RH entre dans cette démarche, que ce soit la diminution du nombre et du volume des états-majors, le contingentement et le dépyramidage. Ce rapport de la Cour des comptes est une opportunité pour nourrir les projets en cours d'élaboration et inscrit dans le projet de loi de programmation militaire déposé le 2 août 2013. Parmi les maîtres mots de cette LPM, vous le savez, il y a différenciation et mutualisation que je résume en rationalisation. Cette rationalisation est déjà largement commencée. Elle vise à la fois, comme l'a déclaré le président de la République dans le livre blanc de 2013, à maintenir le niveau d'ambition de défense du pays et en même temps à transformer profondément le ministère. Nous n'avons pas d'autre solution. Notre modèle RH et la masse salariale qui lui est associée évolueront dans ce sens et j'espère vous avoir convaincu que nous nous y attelons au quotidien et avec force. Nous sommes parfaitement conscients des enjeux que représente cette LPM, qui est le meilleur compromis entre la souveraineté de notre défense et la souveraineté économique et budgétaire du pays. En d'autres termes, il s'agit, c'est un peu mon slogan, de faire ensemble, autrement et au mieux. Je vous remercie. Merci, mon général. Maintenant, je vais donner la parole à M. Jean-Paul Bodin, qui est le secrétaire général pour l'administration du ministère. Il est l'actuel responsable de la masse salariale de ce ministère, donc directement concerné par le sujet d'aujourd'hui et des suites à donner aux observations de la Cour. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui, comme l'a dit le général de Villiers, est très sensible pour le ministère et de pouvoir le faire en sa présence parce que, comme il l'a indiqué, nous pourrons réussir à remettre les choses à peu près d'aplomb et à mieux organiser le pilotage de la masse salariale et de la politique ressources humaines du ministère que si nous le faisons ensemble. Et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes convaincus qu'il faut que nous le fassions ensemble, de façon plus approfondie que cela a été fait auparavant, en reprenant quelques éléments de la complexité du dispositif qui a été décrit par la Cour des comptes, et puis en vous donnant dans un deuxième temps des orientations qui sont en cours d'examen à l'heure actuelle et qui vont être mises en œuvre. Alors, le rapport de la Cour dresse une situation que nous partageons complètement et donne comme élément d'explication de la situation des éléments que nous partageons également. Le premier élément sur lequel je souhaite quand même revenir, c'est la complexité du dispositif dans lequel nous avons dû gérer la masse salariale durant la période qui a été évoquée. La gouvernance de l'architecture telle qu'elle existe actuellement est issue de toute une série de réformes successives qui n'ont pas permis de piloter de manière optimale donc les ressources humaines et la masse salariale. Tout d'abord, la mise en œuvre de la loi organique sur la loi de finances, la LOLF, a conduit à multiplier le nombre des acteurs, avec notamment d'un côté des employeurs, responsables de programmes ou de BOP, qui expriment des besoins, qui gèrent des effectifs et de la masse salariale qui leur sont alloués, mais d'un autre côté, des gestionnaires organiques qui disposent des principaux leviers concrets de la masse salariale. Je suis responsable du programme 212 soutien de la politique de défense. Au sein de ce programme, les directions qui mettent en œuvre les différentes politiques emploient environ un peu plus de 9000 agents civils et un peu plus de 3000 agents militaires, 3600 agents militaires. Je n'ai aucune maîtrise du recrutement de ces personnels. Je n'ai aucune maîtrise de l'avancement de ces personnels. J'exprime des besoins aux directions de personnel, aux gestionnaires organiques
des personnels, ils m'affectent ces personnels, mais c'est eux qui ont entre les mains, par exemple, l'avancement. Et donc, on bâtit des budgets, on évalue des dépenses sans avoir entre les mains l'ensemble des leviers que l'on peut utiliser pour pouvoir maîtriser, mieux mesurer les dépenses. Dans ce contexte, le dialogue de gestion est extrêmement complexe. Les instances de dialogue ministériel doivent à la fois rassembler les responsables organiques et les responsables de programme et on doit reconnaître que le fonctionnement de ces instances n'est pas tout à fait optimal. Ne serait-ce que parce que, comme l'a souligné la Cour, nous n'avons pas d'outils de restitution satisfaisants. Nous travaillons avec le ministère du Budget pour améliorer notamment les restitutions que nous pouvons avoir grâce à Chorus, au niveau notamment des indemnités. Vous avez indiqué qu'on a une indication tout à fait imprécise de la gestion des indemnités parce que nous n'avons pas d'éléments de restitution tout à fait suffisants dans ce domaine. Donc ce contexte, cette complexité fait que les capacités d'arbitrage sont limitées. Le deuxième point du contexte sur lequel je voudrais insister, est celui avec lequel nous avons fonctionné durant la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Nous avons principalement fonctionné dans une logique de réduction des effectifs. Notre principal souci a été, jusqu'en 2010-2011, un souci quantitatif, obtenir les suppressions d'effectifs telles qu'elles avaient été programmées. La preuve, vous l'avez d'ailleurs indiqué, c'est que nous sommes en avance dès la première année d'exécution de la LPM, puisque nous avons une avance de 1500 ETP dès la première année. Et aujourd'hui, cette avance, elle est de 3500 ETP. Donc le ministère a respecté l'objectif qui était fixé au point de vue quantitatif, mais bien sûr, là, il y a plus de difficultés en ce qui concerne le qualitatif, et vous l'avez souligné, et Pierre de Villiers a donné des éléments d'explication sur ce point. Alors je crois aussi que le fait que nous ayons eu tous à l'esprit cet aspect quantitatif au moment d'élaboration de la loi de programmation militaire s'est traduit dans la clause de sauvegarde, parce que nous avons eu des discussions au moment de l'élaboration de la loi pour essayer de déterminer les conséquences financières de cette évolution des effectifs, avec quelques imprécisions, il faut le reconnaître. Et la clause de sauvegarde est apparue petit à petit au fil des discussions, j'allais dire a été arrachée au fil des discussions, parce que nous avions des imprécisions dans la détermination de la masse salariale et de son évolution possible. Bon. Deuxième point important qu'il faut avoir présent à l'esprit, au-delà de la complexité du dispositif sur la période écoulée, c'est que l'évolution de la masse salariale a été conditionnée par un certain nombre de décisions qui ont été prises concernant l'évolution de la rémunération des militaires et notamment l'évolution des nouvelles grilles indiciaires, comme cela a été rappelé. Ces grilles, je vous le rappelle, elles avaient été annoncées officiellement avant l'élection présidentielle et il a fallu, à partir de 2007, les mettre en œuvre puisqu'elles avaient été quasiment annoncées au personnel militaire. Ces grilles, on avait prévu de les mettre en œuvre sur l'ensemble de la loi de programmation militaire. En fait, elles ont été mises en œuvre durant 3 années. On a accéléré le calendrier. Cette accélération du calendrier répondait à une forte demande du Conseil supérieur de la fonction militaire et ces grilles ont eu nécessairement, la mise en place de ces nouvelles grilles a eu nécessairement un impact. Les graphiques que l'on nous a montrés ont montré qu'elles ont eu des conséquences assez importantes sur les rémunérations. Elles ont abouti, par exemple, à donner 1,2 mois de solde supplémentaire pour un capitaine sur l'ensemble, à l'issue de la période, pour une année. Ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit dans cet exercice sur les grilles indiciaires, c'est qu'il y a un mécanisme peu difficile à gérer, qui est que lorsque les policiers obtiennent une amélioration de leur situation, les gendarmes réclament une amélioration de leur situation et en général l'obtiennent. Et dans ce cas-là, se pose la question de savoir ce que nous faisons pour les sous-officiers des différentes armées. La question s'est posée durant cette loi de programmation militaire, puisque les nouvelles grilles étant à peine établies, la police et la gendarmerie ont obtenu de nouvelles améliorations de leur situation au point de vue indiciaire. Le ministère de la Défense, à l'époque, avait recommandé de traiter les préoccupations des policiers et des gendarmes sous un angle
indemnitaire et non pas indiciaire, en indiquant que s'il y avait un traitement sous un angle indiciaire, il faudrait nécessairement traduire cette évolution des indices des sous-officiers de gendarmerie dans les indices des sous-officiers des armées. Et nous avons d'ailleurs pendant plusieurs mois bloqué l'examen par le Conseil supérieur de la fonction militaire du projet de texte concernant les gendarmes afin d'obtenir au niveau interministériel une évolution de la grille des sous-officiers. Donc dans un mécanisme un peu d'échelle de perroquet où les choses s'enchaînent les unes après les autres et sont de ce fait n'étaient absolument pas prévisibles au moment d'élaboration de la loi de programmation militaire et ont eu un impact sur la loi de programmation militaire. Alors comme cela a été évoqué par la Cour, comme cela a été rappelé par le Major général des armées, nous avons aussi au cours de cette période été dans un contexte particulier de retour vers les militaires d'une partie des économies qui étaient faites et on l'a indiqué, les 2 premières années nous avons pu faire un retour à hauteur de 50%. Sur l'ensemble de la période, la moyenne de ces retours est de 38%, compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées ensuite en termes de maîtrise des dépenses. Vous avez évoqué dans une de vos questions quel est l'impact pour le ministère des mesures qui pourraient être prises au niveau de l'ensemble de la fonction publique. Il faut avoir présent à l'esprit que les mesures bas salaires concerne environ 3 600 civils et 64 500 militaires au sein du ministère. Donc une mesure bas salaire a automatiquement un impact pour l'ensemble du ministère, un impact lourd, et on considère que les mesures bas salaires pour la période 2009-2012 ont eu un impact à hauteur de 230 millions d'euros dans l'évolution des dépenses de rémunération. Alors, le repyramidage a été évoqué, le Major général a donné des éléments d'explication de ce repyramidage. Il faut, je crois, l'examiner malgré tout avec une juste proportion. Le rapport qui a été fait par l'Inspection générale des finances et le contrôle général des armées en fin d'année dernière évalue les conséquences de ce repyramidage à 114 millions d'euros sur la période 2008-2012. La Cour a évoqué le fait que le ministère ait eu des difficultés à entrer dans un dispositif de contingentement. C'est vrai, nous n'y entrons réellement qu'à partir de 2012. Nous avons eu des discussions sur ce point en 2006-2007 avec la direction du budget qui n'ont pas abouti et c'est à partir de 2012 que le contingentement est mis en place et qu'il est maintenant installé dans la politique des ressources humaines. Mais ce contingentement, il a des effets extrêmement concrets et importants pour les militaires, puisque la réduction des tableaux d'avancement a été, je vous le rappelle, de 23% pour les colonels de l'armée de terre, de 15% pour les capitaines de frégate ou de 15% également pour les commandants de l'armée de l'air par rapport à 2012. Alors, vous avez évoqué également les difficultés liées à Louvois. Bon, les causes de cette situation sont multiples. Je crois que l'analyse des causes qui a été faite par la Cour, nous la partageons. Il y a aussi une cause qui n'a pas été évoquée, qui est le fait que ce logiciel a été développé principalement en interne et qu'on a fait très peu appel à des prestataires extérieurs pour le développer et que nous nous sommes usés pendant près de 15 ans à développer ce logiciel après plusieurs échecs successifs. Il a été dit que la décision de raccordement des armées concernées au dispositif Louvois a peut-être été prise rapidement et sans tenir compte de système de paye en double. Il y a eu plusieurs mois de paye en double, plus de 9 mois pour l'armée de terre. Il y a eu aussi, a été évoqué la fermeture des centres chargés de la gestion de la solde, notamment dans l'armée de terre, qui aurait été un peu trop rapide. La fermeture des CTSC a été décalée de 2 ans, compte tenu des difficultés que nous pouvions avoir. Mais la logique de réduction d'effectifs et l'obligation que nous avions de réduire les effectifs devaient nous conduire à prendre un certain nombre de décisions. Et ces décisions ont été prises après que l'ensemble des responsables du ministère aient donné leur accord, que ce soit les chefs d'état-major, mon prédécesseur comme secrétaire général pour l'administration. Et ces décisions ont été prises ensuite par le ministre et son cabinet en ayant pris soin de recueillir l'accord de l'ensemble des partenaires concernés.
Il n'en demeure pas moins que Louvois a des effets extrêmement importants, des effets directs bien sûr pour les personnels militaires et qui sont tout à fait regrettables, mais des effets aussi sur la consommation des crédits de masse salariale, notamment du fait d'indus. Alors les indus sont évalués par la Cour à 133 millions d'euros. C'est aussi un chiffre qu'avait retenu l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. Les travaux qui sont en cours actuellement avec le ministère des Finances, la direction du budget, font que nous pensons que ces indus seront ramenés à environ 72 millions d'euros au titre de 2012 et seraient autour de 64 millions d'euros au titre 2013. Bon, il y a aussi une surconsommation des crédits du fait de Louvois, du fait des mécanismes des avances et des mécanismes dérogatoires qui ont été mis en place pour assurer la paye du personnel. Et nous sommes en train d'essayer d'évaluer les conséquences de ces avances pour l'année 2013. Donc, le titre 2 a donc été bien sûr fortement perturbé par ce dispositif. Alors, compte tenu de ces éléments de contexte, deuxième grand point de mon intervention, où en sommes-nous et qu'envisageons-nous de faire et comment sommes-nous organisés? Le major général des armées a rappelé que nous sommes engagés de nouveau avec le projet de loi de programmation militaire que vous êtes en train d'examiner dans de nouveau des réductions d'effectifs importantes avec un taux d'effort équivalent à la précédente réforme. Nous devons, dès l'année 2014, supprimer 7 881 emplois. L'ensemble des populations du ministère sont concernées, mais, et c'est un élément très important qu'il faut prendre en compte dans la manœuvre RH, il y a un double mouvement. D'une part, de dépyramidage qui doit nous conduire à diminuer dans la population de militaires le niveau de représentation des officiers qui était passé de 16 à 17%, le ramener à 16%. Et le major général a rappelé que une grande partie, à peu près la moitié des officiers supérieurs ne sont pas dans les armées, mais sont notamment dans les services, à la DGA, enfin dans toute une série de structures extérieures aux armées. Donc ça rend la manœuvre très difficile en interne. Et puis il y a un deuxième mouvement qu'il faut avoir présent à l'esprit qui peut compliquer la manœuvre, qui est la volonté affichée de civilianiser un certain nombre d'emplois dans les postes de soutien. Or, il y a des militaires dans des postes de soutien, notamment qui effectuent une deuxième partie de leur carrière dans les postes de soutien. Donc cela nécessite de notre part de bien cibler les départs, comme cela a été dit, de disposer de tous les outils d'incitation au départ qui sont prévus dans la loi de programmation militaire. Mais je rejoins ce que le major général a indiqué, il faut que nous évitions absolument dans cette affaire d'opposer les populations du ministère, opposer les militaires et les civils, opposer les populations qui sont dans les services aux populations qui peuvent être dans les forces. Et donc il faut que nous soyons attentifs, volontaristes, mais très attentifs à cette manœuvre pour éviter d'avoir de nouvelles difficultés à régler. Alors dans ce contexte, il va de soi que le retour à une application de la réglementation en matière de primes est nécessaire. L'exercice de simplification du dispositif indemnitaire est absolument indispensable, nous en sommes tout à fait conscients. Le major général a indiqué que nous y avions travaillé depuis plusieurs années. L'évaluation qui avait été faite du coût de cette réforme du dispositif indemnitaire à autour de 300 millions d'euros par an est bien sûr pas supportable compte tenu de la situation du titre 2 du ministère. Donc il faut d'une part être en mesure d'étaler dans le temps cet exercice et il faut vraisemblablement aussi se poser un certain nombre de questions en termes de ressources pour engager cette opération. Le ministère disposera en 2014 de un peu plus de 40 millions d'euros de crédits pour effectuer des mesures catégorielles. Lorsque nous regardons l'impact des mesures bas salaires qui sont actuellement à l'étude et la revalorisation des personnels de catégorie B et l'impact que cela a pour les sous-officiers, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas mettre en œuvre déjà ces mesures bas salaires et ces mesures NES B et revalorisation catégorie B sur une année. Donc, de toute évidence, s'engager dès maintenant dans une mise à plat du dispositif indemnitaire paraît extrêmement difficile.
Donc il y a un travail très important d'étude qui doit être fait pour essayer de mieux organiser le dispositif. Nous pensons qu'il y a 6 grandes sujétions qu'il faut indemniser, comme ça a été rappelé dans le rapport de la Cour. D'une part, la restriction des droits et libertés, d'autre part, la mobilité, l'absence, la précarité, l'exposition au risque et puis les interventions dans des environnements défavorables. Et nous pensons qu'en termes de primes, il y a 4 éléments de gestion à primer, le recrutement, les compétences, la mobilité professionnelle et les départs. Donc il faut que nous associons à la fois ces 6 suggestions et ces 4 éléments de gestion pour définir un nouveau système indemnitaire des militaires. Alors bon, il y a 174 indemnités, c'est vrai, il y en a plus d'une vingtaine qui sont totalement obsolètes et pour lesquelles il faut, vous en avez affiché quelques-unes, il faut supprimer les textes qui les prévoient parce que bien sûr elles ne sont pas payées, elles n'existent plus, mais cela c'est presque anecdotique. Ce qu'il faut, c'est aller beaucoup plus en profondeur pour remettre à plat ce dispositif. Et cette remise en profondeur, elle est indispensable pour élaborer un système d'information ressources humaines unique que vous avez vous-même appelé de vos voeux dans votre rapport et qui est le travail qui est en cours autour de ce SIRH unique pour l'ensemble du ministère. Donc tout cela se rejoint, mais moi j'appelle quand même l'attention sur le fait que remettre à plat un système indemnitaire sans dépenser 1 euro de plus, je souhaite que le ministère qui a pu se lancer dans ce type d'opération nous fasse connaître comment il a procédé et que nous puissions avoir un retour d'expérience parce que, à ma connaissance, cela n'existe pas et cela est impossible. Donc il faut quand même avoir conscience de ce type de difficulté. Alors en ce qui concerne la gouvernance, il va de soi que je m'associe pleinement aux propos du général de Villiers dans ce domaine. La direction des ressources humaines va avoir une autorité fonctionnelle renforcée. Ce n'est pas une autorité hiérarchique. Il est hors de question de raisonner en termes d'autorité hiérarchique. Ça veut dire quoi, une autorité fonctionnelle renforcée ? Ça veut dire que nous allons reprendre les principaux processus, les principaux éléments de la politique des ressources humaines, par exemple les recrutements, et que la DRHMD aura un droit de regard sur les flux de recrutement, sur le tempo de ces recrutements au fil de l'année, sur la composition de ces recrutements selon les différentes catégories de personnel, en ayant traduit ces éléments qui sont nécessaires pour les armées pour répondre à leur mission opérationnelle, en les ayant traduits notamment en éléments de masse salariale. Et pour cela, la DRH du ministère devra travailler en relation très étroite avec les directions des affaires financières du ministère. Nous avons lancé des groupes de travail sur à la fois la gestion du titre 2 et le programme unique de crédit de titre 2, dont le secrétaire général pour l'administration devrait être responsable, et puis sur l'autorité fonctionnelle renforcée de la direction des ressources humaines du ministère. D'ores et déjà, nous voyons apparaître avec l'état-major des armées un dispositif de gouvernance à 2 niveaux. Un dispositif de gouvernance politique qui est du niveau du ministre en comité exécutif et que nous devons préparer ensemble en nous réunissant avec les chefs d'état-major ou les majors généraux des armées pour travailler ensemble sur les grands éléments de la politique des ressources humaines du ministère. Nous avons d'ores et déjà programmé pour la semaine prochaine une réunion sur le modèle RH du ministère à l'horizon 2015. C'est-à-dire qu'on s'inscrit bien dans le modèle d'armée et quels sont 2025, pardon, et quels sont les éléments que nous devons remplir pour atteindre ce modèle d'armée. Et cette réunion, nous la coprésiderons ensemble pour bien montrer que dans cette affaire, c'est bien le chef d'état-major des armées qui définit les éléments dont les armées ont absolument besoin, et le secrétaire général pour l'administration est là pour essayer de mettre en œuvre cette politique des ressources humaines que nous ferons arbitrer par le ministre, décider, arrêter par le ministre. En dessous, il y a un niveau de gouvernance technique qui relève du DRH du ministère et des DRH d'armée et qui va se traduire par un suivi de l'ensemble des mesures prises dans le domaine des ressources humaines. Donc ces éléments, vous voyez bien, en conclusion, montrent bien que nous essayons de tirer tous les enseignements du rapport de la Cour pour mieux maîtriser
la masse salariale et que nous essayons aussi, dans le cadre de la nouvelle gouvernance du ministère, non pas de travailler les uns contre les autres, mais de travailler ensemble pour aboutir à ce qui est souhaité, c'est-à-dire une meilleure maîtrise de la masse salariale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Julien Dubertré, directeur du budget, qui va nous donner le point de vue de sa direction et des éléments de cadrage financier sur la question de la masse salariale. Vous avez la parole, Monsieur le Directeur. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. D'une manière générale, la direction du budget souscrit largement, mais de la même manière que mes voisins l'ont fait, à la pertinence d'ensemble du diagnostic fait par la Cour. La loi de programmation militaire qui a commencé en 2009 prévoyait bien que la moitié des économies sur les dépenses personnelles permettent d'améliorer la condition militaire et que pour l'autre moitié, ceci vienne nourrir la dépense d'équipement. Pour finir, ce n'est pas la moitié, mais l'intégralité de ces économies qui sont revenues qui sont restées sur la masse salariale. Donc bien au-delà des seules dépenses catégorielles au sens strict. La difficulté qu'on peut y voir étant que, je dirais, la manœuvre qui était prévue dans cette loi de programmation consistant à renourrir, si j'ose dire, les dépenses d'équipement par la baisse du format, a échoué. Je voudrais toutefois, et comme le général de Villiers l'a indiqué tout à l'heure, relativiser cet aspect d'échec que nous évoquons aujourd'hui, en soulignant à quel point, au-delà de cette question de maîtrise de la masse salariale qui a été extrêmement problématique, qui le reste dans une certaine mesure, les réformes ont été faites par ailleurs. Je veux dire par là que la baisse d'effectifs a été réalisée et les réorganisations qui étaient prévues sont intervenues de manière remarquable. Si je puis me permettre ce commentaire de la direction du budget, nous avons une vision d'ensemble de l'État. Le ministère de la Défense, du point de vue de sa manœuvre de réorganisation, a été tout à fait exemplaire par rapport à d'autres ministères. À ce point près, il est important que la masse salariale n'a, malheureusement, comme on l'a vu, pas du tout été maîtrisée. Alors, quels sont les facteurs liés à cette... Qui explique cela. Je les reprends très rapidement parce qu'il me semble avoir été bien résumé par la Cour des comptes. Je voudrais simplement donner mon appréciation personnelle sur je dirais, le poids respectif de ces différents facteurs. En entrée de jeu, une petite remarque quand même, on entend parler de sous-budgétisation initiale. Je voudrais quand même rappeler que la masse salariale du ministère de la Défense a été rebasée sur la période, avant même les ouvertures en gestion, de 300 millions d'euros. 200 millions en 2010, loi de finances initiale pour 2010, 100 millions en loi de finances initiale pour 2011. Donc assez vite dans le déroulé de la loi de programmation militaire. Donc je pense que ceci est quand même de nature à teinter, je dirais, d'une vision un tout petit peu différente, un peu plus nuancée, la question d'une sous-budgétisation volontaire massive initiale. Ça montre qu'il y avait des dynamiques internes au sein du titre 2 du ministère de la Défense qui étaient mal repérées, mal identifiées. Et je pense, de ce point de vue-là, c'est le deuxième facteur, que des facteurs organisationnels lourds ont contribué à ce que ce soit le cas. Pour autant, il y a rapidement une réaction pour remettre à niveau ce titre 2. On voit que ça n'a pas suffi. Mais je pense qu'il serait important de souligner ce point et de rappeler l'importance des montants de rebasage qui ont eu très vite et qui ont montré la réactivité, je dirais, de la communauté financière au sein de l'État face à ce problème. Alors, le poids des facteurs organisationnels, il est considérable, à mon sens. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Vous faites un constat... côté de la Cour des comptes, qui est que les responsables de BOP ne gèrent pas tout le personnel qu'ils emploient, ni n'emploient tout le personnel qu'ils gèrent. Au-delà même, la question est celle de l'existence d'un pouvoir de coordination, d'animation et de rendu compte autour de la politique de ressources humaines et de la politique financière du ministère qui soit suffisant. Et je dois dire que c'est une préoccupation constante vis-à-vis d'un certain nombre de ministères, mais particulièrement vis-à-vis du ministère de la Défense, qu'a manifesté la direction du budget, le ministère du budget, depuis maintenant pas mal d'années. Donc j'ai la conviction profonde que si l'organisation était plus simple et plus efficiente, les remèdes auraient été... D'abord, le diagnostic aurait pu se faire plus vite, et ensuite les remèdes auraient pu être mis en place plus rapidement.
il ne faut pas se le cacher, un certain nombre de facteurs qui sont liés à la façon dont la gestion des personnels s'est réalisée, des facteurs liés au statut, à la gestion des carrières. Par exemple, et vous le notez, il n'y a pas eu d'accroissement de sélectivité alors que les créneaux d'avancement étaient élargis. Et donc plutôt que rester autour d'un âge moyen d'avancement en élargissant l'écart type de façon, je dirais, à faire des choix, je dirais, plus adaptés en fonction de la carrière des agents et de leurs mérites propres, on a plutôt procédé à un accroissement du GVT. De la même manière, et c'est un constat qui est maintenant complètement partagé avec le ministère de la Défense et depuis un petit peu de temps, les aides au départ qui étaient mises en place dans le cadre des grandes restructurations de la période de 2009-2012, ces aides au départ ont été utilisées dans certains cas de manière inadéquate. L'effectif d'officiers a diminué 2 fois moins qu'il n'a été attribué de pécule et l'effectif d'officiers supérieurs a même augmenté alors que des pécules étaient attribués. Dans ma conception des choses, un pécule doit permettre un départ définitif. Il ne doit pas servir à accroître le glissement, vieillissement, technicité. Le constat est fait maintenant, mais je me permets de souligner à quel point ceci a pesé dans le repyramidage, qui est lié, c'est exact, comme le disait le ministère de la Défense tout à l'heure, au fait que la déflation a pesé beaucoup plus sur les effectifs des grades inférieurs que ceux des grades supérieurs. C'était, je dirais, quelque part intrinsèque mathématiquement dans les conditions de la restructuration, mais ça a été amplifié malheureusement par cette utilisation fautive des systèmes de départ. Et puis, c'est une problématique qui est maintenant une problématique de long terme à laquelle il va falloir s'atteler, même si il ne faut pas se leurrer sur le fait que ça peut être coûteux, ce qui veut dire l'envisager avec beaucoup de précautions. Le système indemnitaire du ministère de la Défense est incroyablement complexe. Alors, la complexité, on en trouve dans les ministères civils. Il n'empêche que, à la lecture du rapport de la Cour, qui fait un constat chiffré très éclairant, le système indemnitaire militaire, avec 174 indemnités et 3,2 milliards, représente le tiers de la rémunération globale des militaires. Alors, comme il a été dit tout à l'heure, le système de rémunération, par exemple, de l'armée britannique est assez différent, avec, je dirais, une prise en compte beaucoup moins grande de la variation de l'activité, notamment du fait d'être en opération extérieure ou de ne pas l'être. Il n'empêche que, je dirais, cet écart chiffré et en termes de nombre de dispositifs, 174 côté français, 19 côté britannique, interpelle et appelle manifestement une réaction. 2 mots sur Louvois. Comme cela a été souligné, et par certains des rapporteurs spéciaux notamment, c'est un sujet sui generis, et ce n'est pas forcément le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, il est préoccupant. Ce qui me frappe toutefois, c'est qu'une partie des difficultés de Louvois sont liées aux autres difficultés que nous venons de mentionner, et particulièrement à la complexité du système de rémunération. À l'évidence, la complexité du système de rémunération des militaires a contribué à rendre encore plus délicate la manipulation des données qui alimentent le logiciel, cumulée avec des difficultés liées à la disparition progressive des centres experts de calcul de solde. J'y vois une leçon pour l'avenir et pour l'opérateur national de paye, projet qui a vocation à couvrir à terme l'ensemble de l'État, une sorte d'homologue de Louvois, mais pas l'ensemble de l'État. Il invite à limiter la prise en charge de la complexité par un moteur de paye. À l'évidence, on ne peut pas faire prendre en charge des règles de calcul d'une complexité infinie et d'une variabilité forte par un outil qui doit être stable. Voilà pour les constats. Sur le plan d'action, rapidement, les grandes lignes sont de ce plan d'action tel que je le comprends et que je le vois aujourd'hui et que nous discutons avec le ministère de la Défense depuis maintenant un peu de temps, sont au nombre de 3. Un renforcement du pilotage RH et financier. Dans ce cadre, une réforme de nomenclature budgétaire. Et enfin, des réformes de fond en matière de déterminant de la masse salariale.
Sur la gouvernance, moi je ne saurais trop me réjouir du fait que l'organisation des ressources humaines, de pilotage des ressources humaines au sein du ministère de la Défense soit fortement revue au travers de 2 actions clairement lisibles. La suppression d'une DRH, état-major des armées, qui permettra à la DRH du ministère d'être en prise directe avec les DRH de chacune des armées, et la création d'une autorité fonctionnelle renforcée qui place clairement la DRH-MD sous l'autorité du secrétaire général, en position de responsable du rendu compte des évolutions et du pilotage en matière de personnel. J'ajouterais que le fait que cette DRH du ministère de la Défense soit située à côté de la direction des affaires financières sous l'autorité du même secrétaire général est pour moi un gage extrêmement important de succès dans la réforme du pilotage du titre 2 du ministère de la Défense. Je me permets de souligner à quel point il est indispensable que la coordination entre DAF et DRH-MD soit extraordinairement étroite. Ceci va, je dirais, tout à fait dans le sens d'évolution pour lesquelles la direction du budget plaide depuis facilement une dizaine d'années, depuis la mise en œuvre de la LOLF, vis-à-vis de l'ensemble des ministères. Il est indispensable que dans chaque ministère soit identifiée une fonction financière forte, incorporant la dimension RH. La modification de nomenclature, je dirais, en est le corollaire. Le fait de rassembler l'ensemble des crédits de personnel sur un programme me paraît pertinent et logique. Les emplois sont votés par vous-même et l'Assemblée nationale sur le périmètre de chaque ministère, contrairement aux crédits qui sont votés par programme. Ceci a un sens clair, confirmé par la pratique gestionnaire. Le ministère est le périmètre pertinent pour gérer de manière fiable, précise, avec un vrai pouvoir du gestionnaire central des RH, la masse salariale. S'agissant, je me permets d'ajouter que ces évolutions de gouvernance vont clairement dans le sens des règles qui ont été codifiées au cours du mois de novembre 2012 dans le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui affirme clairement la nécessité d'un pilotage autour d'un responsable de fonctions financières et des secrétaires généraux. Enfin, les réformes de fond ont été mentionnées tout à l'heure par le général de Villiers, certaines d'entre elles en tout cas, je les passerai rapidement en revue, j'y adhère également. C'est notamment le principe d'auto-assurance qui en fait a clairement joué jusqu'à présent. C'est un pilotage en fonction d'un modèle d'armée cible défini par grade de façon précise, ce qui correspond à une demande récurrente de moi-même et de mon prédécesseur depuis un nombre important d'années. Et puis, dans la mesure où on le pourra, une simplification d'ensemble du cadre indemnitaire. Pour terminer, je voudrais juste répondre à l'interpellation du rapporteur spécial, M. Cratinger, autour de l'idée, question, que fait la direction du budget, qu'a-t-elle fait et que fera-t-elle? Si je devais, ou il risque d'être un tout petit peu redondant avec ce que je viens de dire, rappeler ce qui a été le rôle et la manière dont je conçois l'avenir. D'abord, il a été évoqué une baisse du retour catégoriel espéré. J'aime à penser que la direction du budget n'est pas totalement étrangère. Face à une tension croissante sur le titre 2, la direction du budget, le ministère du budget ont poussé à être plus modeste sur les enveloppes catégorielles. J'ajouterais que si on regarde le catégoriel au sens strict, on tombe au taux de 38%. La réalité est que le repyramidage, c'est du catégoriel et que le repyramidage non maîtrisé y participe. Donc il faudrait faire le bilan définitif du catégoriel, y compris effet de repyramidage, et peut-être revient-on à un niveau qui est sûrement supérieur à 38%, peut-être est-il supérieur à 50%. L'exercice mérite d'être fait. Deuxième ligne d'action, dès 2009 et les rebasages financés par le ministère de la Défense largement du titre 2 le montrent, le ministère du Budget a agi pour responsabiliser le ministère. Donc des redéploiements internes au sein de l'enveloppe du ministère de la Défense ont eu lieu pour prendre acte du fait qu'un dérapage avait lieu. Troisième point important,
de façon constante, mais avec un succès qui a pris un petit peu de temps, je reconnais, ce ministère a demandé depuis au moins l'année 2011 une revue du mode de pilotage autour de l'idée de se piloter en fonction d'un modèle d'armée cible défini par grade. Et donc je suis heureux que nous nous retrouvions tous aujourd'hui autour de cela. Enfin, les réformes de gouvernance s'inscrivent, comme je disais, parfaitement dans une ligne de force de l'action de la direction du budget, qui est de renforcer le pouvoir gestionnaire au sein des ministères. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait pas absence de pouvoir gestionnaire au ministère de la Défense, mais éclatement. Le fait de remettre de la coordination va dans le sens de ce que réclame la direction du budget, ce qu'a posé le décret relatif à gestion budgétaire et comptable publique, qui refonde le décret de 62 sur la comptabilité publique. Je rappelle que ce décret a été publié en novembre 2012. Il pose clairement la nécessité d'un pilotage central, à la fois du personnel et des crédits. Et puis, il impose la tenue d'outils qui avaient commencé à se mettre en place, mais qui maintenant ont un fondement réglementaire pour le pilotage des ressources humaines, comme ce qu'on appelle le document prévisionnel de gestion des effectifs et des crédits, qui conduit chaque ministère en début d'année à présenter à la direction du budget une prévision mensualisée de consommation des crédits et des emplois, afin de s'assurer que l'autorisation parlementaire sera in fine respectée. Alors, nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais je dois dire que l'ampleur des mesures qui sont prises en termes de modification des conditions de pilotage donne espoir que c'est bien le bon ordre de magnitude de réforme qui est aujourd'hui envisagé et qu'on s'apprête à mettre en œuvre pour faire face à des dérapages qui ont été non moins considérables. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez réagir? Allez-y. Très rapidement. D'abord, sur Louvois, quoi. Moi, je décèle quand même deux erreurs majeures. Un, écrire un logiciel sur un nombre d'années très important dans un contexte où toute l'informatique et le numérique évoluent et progressent à chaque seconde. Donc c'est fort probable que ça puisse conduire là où on est. Mais deuxième erreur quand même, et ça je n'arrive pas à la comprendre celle-là, c'est que on n'est pas continué à payer pendant 1 an, 2 ans, le temps nécessaire pour constater que Louvois ne donnait pas les bons résultats, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, on paye par les moyens traditionnels dont on est sûr, puisque personne ne conteste, et on vérifie que la bécane qu'on a montée donne les résultats qu'on attend. Et si elle ne les donne pas, on est prudent et on dit on n'y va pas. Ce saut hors de la cabine et s'apercevoir 500 mètres plus bas qu'on n'a pas pris le parachute, c'est quand même assez grave, quoi. Et donc moi, la question que je posais tout à l'heure, alors à mi-mot, mais là je la pose plus directement quand même, quoi. Qui a pris ce type de décision qui a des conséquences considérables en coûts, en mal-être des militaires, en confusion publique, puisque tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire de fou, l'État en est là. Enfin, donc moi je ne peux pas considérer que c'est banal, quoi. Enfin, je ne peux pas dire ça. Et je dis à un moment donné, à vouloir faire des choses qu'on ne contrôle pas, on finit par se casser la figure, comme on dit vulgairement. Ça, c'est le premier point. Pour le reste, je dirais c'est pas de la même nature, mais quand même, quoi. À partir du moment où, en 2008, on annonce des choses sur les effectifs et sur le retour en faveur des militaires en général, il est quand même tard, en 2013, de constater que ça n'a pas marché, quoi. Enfin, je pense que un pilotage avec autant de décalage temporel, quoi, entre ce qui se passe et les corrections qu'on va apporter, parce que moi j'ai entendu et j'ai confiance dans ce qui a été dit ce matin ici même. En effet, les dispositions que vous prenez ensemble et en responsabilisant beaucoup plus, vont donner des résultats, et qu'il y ait besoin de corriger dans le temps, je le comprends. Que ça soit difficile, hein, de mener, disons, une réorganisation de l'ensemble du dispositif sans conséquences, etc. Vous l'avez très bien dit, moi je le comprends. Mais en même temps, qu'on mette de 2008 à 2013
dans un contexte où la pression sur les finances publiques a été très forte à chaque instant pour arriver à ces conclusions-là, je trouve que, honnêtement, c'est quand même très lent, quoi. Parce que très vite, on a bien vu qu'il y avait des dérapages. Donc les dérapages auraient dû amener à ce que cette analyse, elle soit faite quasiment en 2010, quoi, au plus tard. Et pas aujourd'hui, à notre demande, après un contrôle un travail de la Cour des comptes qui est d'ailleurs exemplaire, c'est vrai. Je le dis comme je le ressens. Après, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans tout ça des enseignements à tirer? Parce que vous avez bien expliqué, bon, il y a les armées, donc chacune a sa propre, disons, son vécu, je dirais pas sa vie, mais son vécu, son choses internes. Il y a la gendarmerie et il y a les militaires. Effectivement, dès qu'on prend une décision quelque part, il y a des conséquences. Mais tout ça, on ne le découvre pas aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, on le sait tous, partout et depuis longtemps. À partir du moment où on accorde aux uns, on sait que on est obligé, à un moment donné, de discuter avec les autres. Et vous avez fini par nous dire la vérité, c'est que des promesses avaient été faites. En 2007, vous avez dit, et que vous étiez dans l'exécution. Mais ces promesses, est-ce qu'elles étaient vraiment bien considérées, quoi? Est-ce qu'elles avaient été mesurées? Vous ne pouvez pas parler, mais nous, on peut se poser des questions, quoi. On peut se poser des questions. À un moment donné, des promesses ont été faites aux gendarmes, évidemment, il y a eu des conséquences après, et on n'ose pas aborder la question avec les militaires, etc. Mais qui avait fait ces promesses? Sinon ceux qui ont précipité après, disons, le brouillard sur ce qui se passait réellement et qui est aujourd'hui devant nous. Voilà, j'ai fini. Mais je trouve que les engagements que vous prenez vont tous dans le bon sens, mais ils auraient pu être engagés il y a 4 ans pratiquement. Monsieur Dominique Delège, rapporteur spécial. Oui, très rapidement, un peu dans le prolongement de ce que vient de dire Yves Cratinger. Je reviens 2 secondes sur Louvois. J'ai cru comprendre en filigrane que finalement la complexité des éléments de paye des militaires faisait que pratiquement aucun système informatique était capable de donner satisfaction. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez, au fond, il faudrait commencer par simplifier les éléments de paye. Mais ce travail de simplification, j'ai cru comprendre que on était au balbutiement, et donc je suis un petit peu inquiet en me disant que tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes de simplification de la paye des militaires, on risque d'avoir un Louvois qui ne donne pas satisfaction. Donc c'est plus pour m'inquiéter du fait que la situation qu'on vient de décrire risque de perdurer encore quelques mois, pour ne pas dire quelques années, si rapidement on ne s'attaque pas au chantier de simplification de la paye. Merci. Je vais donner la parole à François Trucy, qui est un expert qui a rapporté les crédits de la défense pendant une vingtaine d'années, je crois. Merci, Monsieur le Président, de cette dérogation. Puisque aujourd'hui on se préoccupe du sort actuel des militaires et de leur émolument, je voudrais vous rapporter une petite expérience récente et très confortante, parce que la loi pour la RGPP et la future LPM ont dégagé ou vont dégager des cadres, des multitudes d'effectifs. Et je voudrais vous dire que l'autre jour, en rencontrant un certain nombre de chefs d'entreprise de la région du Var qui rencontraient les demandeurs, les fournisseurs d'emploi, c'est-à-dire la NPE, les services, Pôle emploi, j'ai vu la bonne surprise de voir arriver une équipe de 3 jeunes femmes. Alors je ne vous rappelle plus quel était le terme, sauf que leur fonction régionale était justement de faire de l'offre de services et de caser, disons le mot tranquillement, de recaser tous les militaires. Et elles le faisaient remarquablement. Et j'ai trouvé que c'était très positif, parce qu'en définitive, en dehors du sort actuel des militaires, nous devons penser très régulièrement au sort de ceux qui dégagent, qui s'en vont après leurs engagements, et quelquefois à contrario de tout ce qu'ils ont pu ambitionner. Ça marche très bien. Merci. Alors, qui d'entre vous souhaite répondre aux questions qui ont été posées par les rapporteurs? Monsieur le directeur, monsieur le secrétaire général ou en général? Sur Louvois, je laisserai le secrétaire général apporter les précisions qu'il souhaite. Moi, à mon niveau, ce que je peux vous dire sur la solde, on est là pour se parler franchement. Aujourd'hui,
nous sommes dans une situation avec ce système, grâce au plan d'action mis en œuvre il y a bientôt 1 an maintenant, avec une succession d'actions multiformes, nous limitons les dysfonctionnements vis-à-vis des militaires soldés, ce qui est quand même l'objectif, que les militaires soldés, ce soit transparent pour eux et qu'ils aient droit à toucher leur solde à l'heure et à la hauteur de ce qu'ils méritent. Voilà. La question de fond à ce stade, et c'est pour ça que j'attends avec intérêt le rapport de la Cour dans les jours qui viennent, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a fait un plan d'action, on voit bien qu'il y a toujours des difficultés. Est-ce que un jour le calculateur fonctionnera bien ou pas? C'est ça la question fondamentale. À ce stade, j'ai cette interrogation. Et ne faudrait-il pas basculer vers un autre système? C'est ça la question. Donc, si on bascule vers un autre système, évidemment, à ce moment-là, le chantier SDIM, simplification indemnitaire, il faudra le mener simultanément pour que nous ayons un système de solde qui soit plus facile. Ça permettrait de cumuler tous les avantages, incontestablement. Sachant que je ne suis pas un expert, mais j'ai cru comprendre que si on lance un nouveau système, il faut 2 à 3 ans avant qu'il soit complètement opérationnel. Nous sommes en train de nous rapprocher de nos amis allemands pour essayer de voir comment ils font, puisque eux, ils n'ont pas de problème de solde. Donc, c'est intéressant d'aller les voir. Et puis ensuite, il faudra prendre des décisions incontestablement. Donc, si je veux me résumer, en ce qui me concerne, vu du côté militaire, et moi je suis là pour vous dire toute la difficulté morale que ça pose sur les militaires, cette affaire. Nous attendons le rapport de la Cour, parce que ça nous apportera un élément supplémentaire actualisé, un regard extérieur supplémentaire. Et puis à partir de là, je pense qu'il faudra prendre des décisions, à partir des recommandations faites par la Cour. Voilà ce que je peux vous dire, moi, à ce stade. Je voulais simplement dire que je partage ce qui vient d'être dit, en ajoutant que si la décision était prise d'utiliser un autre système, il y a une période de transition qu'il faut gérer et sur laquelle il faut être très attentif, parce qu'il faudra bien pendant cette période de transition continuer à utiliser le système existant. Donc quoi qu'il arrive, il faut essayer par tous les moyens de consolider le système existant, même si c'est pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, parce que pendant cette période-là, il faut continuer à payer les soldes et ça va de soi. C'est extrêmement important de gérer la transition aussi. Bon, aujourd'hui, comme vous l'a dit le général de Villiers, on attend ce que la Cour va nous indiquer. On a par ailleurs toute une série d'audits qui ont été faits en interne sur le système en tant que tel. Donc on a beaucoup d'éléments pour apprécier, savoir si on doit changer de système ou pas. Je pense que la décision sera prise vraisemblablement d'ici la fin de l'année. On prendra une orientation pour voir ce que l'on fait. Merci, monsieur le directeur du budget. Oui, merci, monsieur le président. Je voulais juste réagir à la question relative au délai de réaction. Bon. Moi, j'en tire une leçon relativement claire, peut-être un petit peu corporatiste finance, mais je vous laisserai juge. Le diagnostic, le constat du dérapage s'est fait vite et il y a une réaction rapide en termes de rebasage de crédit, comme je l'ai dit, puisque 200 millions ont été rebasés en 2010 et 100 millions en 2011. Là, donc si vous voulez, j'ai très rapidement prise de conscience et une première réaction. Là où il y a une énorme difficulté, c'est dans la réalisation du diagnostic. Bon. Pourquoi est-ce que une telle dérive a lieu? Et elle est relativement multifactorielle. On voit que le rapport de la Cour montre que plein de raisons l'expliquent. Mais
Moi, ce que je retiens, c'est que la difficulté à faire rapidement le diagnostic est intimement liée à l'éclatement de la fonction de gestion RH et, dans une certaine mesure, de la fonction financière au sein du ministère. Peut-être que mes voisins ne partagent pas exactement ce constat avec ce caractère un petit peu caricatural et brutal avec lequel je le fais aujourd'hui. Mais moi, j'en retiens la nécessité, constamment réaffirmée depuis le vote de la LOLF, qu'il y ait une fonction financière correctement assumée au sein des services de l'État. Et ceci montre que cette fonction financière n'est pas encore partout bien organisée. Et de ce point de vue-là, ce qu'on voit ici au ministère de la Défense nous interpelle, et moi m'interpelle sur, je dirais, une radiographie de ce qui se passe dans les autres ministères. Si on retrouve des éléments d'éclatement et de complexité tels en termes de fonctions financières et de fonctions RH, alors on peut retrouver les mêmes risques de dérive et de difficultés à faire le diagnostic. Parce que l'information, les comportements gestionnaires sont éclatés, le compte-rendu remonte mal, la synthèse s'en fait difficilement, et du coup, je dirais, la discussion entre le ministère du Budget et les ministères gestionnaires ne peut pas se faire sur des bases totalement éclairées. Donc pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas craindre le développement de la fonction financière et budgétaire dans l'État, il faudrait plutôt essayer de l'accélérer. Je vous remercie. Alors maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Gilles-Pierre Lévy, président de la deuxième chambre de la Cour, de conclure cette audition extrêmement riche. Et je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Je vous remercie les intervenants pour les commentaires auxquels nous sommes extrêmement sensibles qui ont été faits sur le travail. Je me tourne vers l'équipe qui a fait ce travail surtout. Je crois que je n'ai pas de commentaires majeurs à faire. J'ai le sentiment qu'il se dégage beaucoup de consensus sur ces sujets. D'une part, une interrogation lourde sur 2 points. Le premier, c'est la complexité du système de primes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est extrêmement complexe, mais en même temps, comme cela a été rappelé, il est rare que l'on arrive à simplifier un système en alignant par le bas. Autrement dit, si on veut le simplifier, soit cela coûtera cher, soit cela prendra du temps. Et je serais plutôt tenté de dire que là, on est dans le choix politique, ce n'est pas à la Cour à se prononcer, mais que ça prendra sans doute du temps. Et la deuxième remarque que je serais tenté de faire, c'est simplement, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une grande question sur le sujet Louvois, question qui est sans doute autant technique. Et là, je dirais, on est, en ce qui nous concerne en tout cas, quelles que soient les attentes que l'on peut faire à la limite des compétences de la juridiction à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire est-ce que le système lui-même en termes de logiciel est fiable ou pas, organisationnel. Et là, je crois que se dégage, me semble-t-il, un accord très clair sur le fait qu'une réorganisation était souhaitable et nécessaire en matière d'autorité sur le système de rémunération. Et je dirais que ce n'est pas la Cour des comptes qui sera contre le fait qu'il y ait une autorité financière suffisamment forte dans un ministère qui, c'est clair, est probablement celui qui a fait les réformes les plus difficiles et les plus importantes au cours des dernières années. Je crois que c'était bien de le souligner. Voilà ce que je voulais dire simplement. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Voilà pour les travaux de la Commission des finances du Sénat. Place tout de suite à ce séminaire parlementaire sur la peine de mort dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Et on se retrouve à partir de 19h avec notre invité ce soir, Robert Badinter. Bien, cher Président,